Non mais Jean-Paul, c'en est assez. J'arpente toute seule avec mes bagages, c'est lourd. Enfin, Sophie, quand on voyage en presse écrite, on voyage léger, regardez. Voilà. Ah, Sophie, ma belle assistante avait pour elle la jeunesse, mais elle manquait cruellement d'expérience logistique. Alors, je la laissais porter son sac en guise de leçon. De l'expérience, Sophie allait en avoir besoin parce que notre cher rédacteur en chef nous avait cette fois-ci envoyé au bout du monde, à la pointe la plus orientale de cette grande île de Méditerranée qu'est la Sicile. Syracuse, un port légendaire dont seul le nom évoque l'aventure. Ce n'est pas possible, enfin, mais... Mais Jean-Paul, mais qu'est-ce qui vous arrive? L'hôtel a fermé. Denise, à la rédaction, elle fait des réservations avec des bottins des années 50. Alors évidemment, quand elle nous réserve des établissements, ils pourraient être classés au monument historique. Occupez-vous de mes bagages, je vais commencer l'article, voilà. Non mais enfin Jean-Paul! C'est ce qui s'appelle un léger contretemps. Mais notre métier de grand reporter est fait d'imprévus, surtout à notre époque où laxisme et désinvolture font loi. Enfin, croyez-moi, il en fallait bien plus pour me gâcher le plaisir de cette nouvelle mission au bout du monde. Notre rédacteur en chef bien-aimé nous avait particulièrement gâtés en nous commandant cette série d'articles sur Syracuse, la ville mythique aux portes de l'Orient. Ah, Syracuse! Tout le monde, je crois, connaît la chanson écrite par un poète comme on n'en fait plus, Bernard Dimet, et magistralement interprétée par Henri Salvador. Syracuse a bercé mon enfance, tout comme le murmure des vagues berce cette antique cité irréelle au parfum de miel et d'encens. Syracuse se rêve comme une terre promise, une douce reine de beauté, un amour impossible. C'était un rêve pour moi de venir ici, Jean-Paul. Ça vaut pas l'argentique, hein, quand même. Vous disiez, Sophie? C'était un rêve pour moi de venir à Syracuse. C'est sans doute grâce à la chanson d'un homme qui avait l'âge de votre grand-père. La chanson? J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, les grands oiseaux qui s'amusent. Non, je connais pas cette chanson. Mais c'est surtout le nom, Jean-Paul, Syracuse. Quel nom magique. Ici, nous sommes au bout du monde, aux portes de l'Orient. C'est un voyage propice au rêve. Regardez, Jean-Paul, imaginez les bateaux qui arrivaient avec, dans leur cale, des soieries venues d'Égypte, de Perse, des épices. Ben, ça n'a pas changé. Vous savez, ici, à Syracuse, c'est toujours la porte d'entrée de l'Italie. Ici, on est entre l'Orient et l'Occident. Vous savez, dans l'histoire, celui qui tenait Syracuse avait la maîtrise totale du détroit de Sicile. Et je me disais, Jean-Paul, qu'on pouvait peut-être commencer notre article par ce fort, justement. Bon, c'est vrai que c'est tentant, mais alors il faut remonter jusqu'au XIe siècle, à un moment où les rois chrétiens chassent les Maures qui étaient ici et fortifient l'endroit. Et ensuite, dans le papier, dès le début, il faut qu'on passe au XVIe siècle, à un moment où on ne peut pas circuler en Méditerranée parce qu'il y a des corsaires maures, ils s'emparent des femmes, il y a le marché aux esclaves, il y a le pillage. Et les États chrétiens vont mettre en place 2 citadelles pour résister. Une à Malte et l'autre ici à Syracuse. Ça permet de freiner, de lutter contre la conquête ottomane.
Donc, si on met ça dès le début, ça va être difficile. Moi, je pense qu'on devrait plutôt faire un papier d'introduction sur la ville de Syracuse, avec toutes ces strates, ce millefeuille historique et qui a forgé la Syracuse qu'on aime, Sophie. En tout cas, je rêvais d'être ici depuis toute petite. Vous pouvez me faire une photo souvenir, s'il vous plaît? Pourquoi? Je la mettrai dans mon bureau à la rédaction. Ah, elle est très jolie. Vraiment. Quoi? Ouais, regardez. Ah, c'est gentil, merci. Super. Bon, allez, on va sur notre travail. Attendez, on va la doubler. Oui, nous n'allions certainement pas débuter notre article en évoquant la guerre, la piraterie, les marchés aux esclaves. Syracuse dévoile tant de charme que l'on ne peut l'aborder qu'avec douceur et délicatesse et laisser la magie de la séduction opérer. Et puis, je vous avouerai trouver dommageable que la plupart des articles des revues un peu savantes manquent copieusement de romantisme. Après tout, la rigueur n'est pas synonyme d'âpreté. Alors oui, il nous faudra aborder la question de la position stratégique de Syracuse en Méditerranée et de l'importance de sa citadelle battue par les flots. Mais cela doit rester en arrière-plan de notre papier et surtout venir après la douceur de vivre, une certaine nonchalance baignée de lumière éclatante, presque aveuglante, et puis ces terres marins aux subtiles fragrances épicées. Alors plutôt que d'évoquer le sort miséreux du soldat chrétien, tremblotant de faim ou d'effroi sur sa muraille au milieu des mers, guettant fébrile les flottes ennemies, il nous faudra probablement décrire avec subtilité toutes les rondeurs de ce fortin dressé comme un phare en bout de jetée et annonçant à l'intrépide voyageur, rompu par des semaines de mer, un repos salvateur. La légende de Syracuse est née de son port. La porte d'entrée et de sortie du monde occidental vers l'Orient et ses mystères. La route des épices et de la soie. Sophie, vous voulez me faire une photo? C'est pour ma mère. Pour votre mère? Mais vous préférez pas plutôt près du port? Non, parce qu'en fait, ma mère voulait que je sois fusilier marin comme mon oncle. Mais moi, j'ai choisi une autre voie, les métiers de la presse. Alors évidemment, avec cette lunette, je trouve que ce serait bien pour la photo. Bon, allez-y, allez-y. Si ça fait plaisir à votre mère. Non mais Jean-Paul, sortez votre tête, on va pas vous reconnaître. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, pas mal. Il y en a une de bonne avec tout ça. C'est votre beau profil. Venez, venez voir. Regardez. Ah oui. Ah ben alors, mon tonton il va être content, hein. Ma mère aussi, je vais l'envoyer au village. Ah oui, elle est pas mal. Je vous l'avais dit, hein. Vous savez, Jean-Paul, j'ai un problème avec ce début d'article. Parce que je m'imaginais le port autrement. J'imaginais qu'il y avait des barques colorées, des filets étendus au soleil, des pêcheurs. Il n'y a presque rien de tout ça et c'est quand même très embêtant. Oui, mais bon, vous pourriez retrouver ce que vous imaginez sur certains aspects de la côte sicilienne, mais pas Ah bon? ici. Ah oui. Ici, vous avez des anses naturelles, parce que ça a été bâti sur un promontoire rocheux avec une énorme nappe phréatique dessous. Et puis vous avez également des canaux qui ont été creusés, ce qui fait qu'on est un peu dans une Venise locale. Vous en déçue là, hein, Sophie? Non, non, je suis pas déçue, Jean-Paul, mais c'est vrai que je m'imaginais le lieu et c'est pas tout à fait ce que je pensais, mais c'est quand même très très joli. Oui, mais c'est vrai que cette cité,
c'est pas qu'un joyau, une très belle cité à défaut d'être un port pittoresque. C'est également une richesse culturelle qui s'étend bien au-delà des remparts de la ville, bien au-delà, dans l'arrière-pays. D'ailleurs, avec ces remparts comme ça tout autour, ça fait de la ville une ville forte, une ville imposante, redoutable. Enfin, elle a été conquise souvent quand même. Alors prenons l'exemple historique le plus connu, la période grecque. Les Corinthiens, ils étaient là. Ensuite, il y a eu les Étrusques, les Romains. Ça a été une colonie romaine au IIIe siècle. Et puis, vous avez eu les Byzantins. Syracuse a été la capitale de l'Empire byzantin durant une certaine période. Et puis les Normands, les Aghlabides, sunnites qui sont venus. Après le schisme de Kairouan au Xe siècle, vous avez eu les Fatimides, chiites, qui sont venus et on a retrouvé à nouveau l'héritage platonicien. Et puis vous avez les Aragonais, j'avais oublié au passage les Carthaginois, et puis la maison de Savoie, le royaume d'Espagne. Ils sont tous passés par ici, Sophie, tous. Ça fait quand même beaucoup de monde pour un si petit territoire. Mais c'est vrai que le paradoxe fait que tout ce monde a réellement contribué à créer une identité forte, qui est encore d'ailleurs dans les consciences collectives aujourd'hui. C'est un peu comme la Corse, Sophie. Mais vous savez, Jean-Paul, j'aimerais quand même vraiment commencer l'article par l'âme de la ville. La cité antique de Syracuse. Bon, alors à défaut de port pittoresque, on va quand même, à mon avis, débuter l'article par la période corinthienne. C'est très important. Moi, je m'occupe des photos. Attention que votre doigt ne ripe pas. Ben, il a ripé. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, j'avais donc enfin trouvé par quoi débuter notre article. La genèse de la cité, sa fondation antique. Ce sont les Grecs qui ont donné à Syracuse ses premières lettres de noblesse. À l'origine de ce peuplement se trouvait la presqu'île d'Ortygia, reliée à la terre ferme par 2 ponts. C'est là que se trouvait le port antique si cher au cœur de Sophie, un port fondé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Rapidement, la cité grecque s'est étendue bien au-delà de la presqu'île, sur les collines en arrière du rivage. Syracuse s'affirme alors comme une cité-État prospère. Son royaume ne cesse de s'agrandir et au 5e siècle, la ville administre un territoire qui couvre toute la Sicile et le sud de l'Italie jusque dans le golfe de Naples. La flotte de Syracuse est la plus puissante, la plus redoutée de Méditerranée. Dans la cité mère, on retrouve tout ce qui fait la grandeur des cités grecques d'alors, c'est-à-dire les temples, les bâtiments publics. Et puis il y a le théâtre de Syracuse qui s'impose comme l'un des plus grands et des plus réputés de toute la Grèce antique. Il rivalise sur tous ses aspects avec celui d'Athènes, qui d'ailleurs date de la même période. Comme à Athènes, le théâtre de Syracuse est situé sur les hauteurs de la ville et domine la cité et son port. Il offre aux spectateurs un incroyable panorama sur la mer et l'horizon. En soi, il est une mise en spectacle de la cité. Attention, Jean-Paul. Où est-ce que vous êtes allé vous nicher, Sophie? Venez admirer la vue. Évidemment, là, ça change tout. Il y a un panorama. On pourra faire d'ailleurs une photo pour l'article, c'est parfait. Vous vous rendez compte qu'ici, on pouvait mettre 20 000 spectateurs assis. C'est dire l'importance de la ville de Syracuse à l'époque. Ah, le théâtre, la tragédie grecque. Vous savez que de nombreux auteurs les plus connus sont rattachés à ce théâtre et à celui d'Athènes. Preuve d'ailleurs du rayonnement de Syracuse dans toute l'Antiquité. Et Échille, le premier dramaturge dont l'histoire a retenu le nom, a joué ici au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il faut imaginer 2 ou 3 acteurs face au public, le public en arc de cercle. C'était quelque chose. Et vous savez, Jean-Paul, je me demande quand même s'ils entendaient bien au dernier rang, parce qu'il fallait quand même avoir de la voix. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui.
les gradins montaient beaucoup plus haut et vous aviez un mur de soutènement. Et c'est ce mur qui renvoyait le son vers la scène. D'où l'acoustique, bon, qui n'est plus la même aujourd'hui évidemment. Mais ça, il faudra d'ailleurs aussi en parler dans l'article. Tenez Jean-Paul. Et vous savez que ici, il y avait à l'origine 67 rangées. Hein. Il n'y en a plus que 54 aujourd'hui, mais c'était quelque chose. Hein. Vous voyez la scène là-bas. L'axe central, c'était le couloir qui amenait les artistes sur scène, parce qu'on ne pouvait pas accrocher des rideaux au ciel. Ah ben ça se voit. Et vous aviez également des musiciens, mais ça ne s'est pas perdu, parce qu'encore aujourd'hui, de mai à juin, il y a un festival ici. Ah bon? Et oui, et il y a toujours autant de monde, parce que Syracuse, ça demeure une cité très très culturelle. Bon, regardez Sophie, la musique est là, les spectateurs, et puis vous avez 2-3 acteurs, voilà. Mais je me disais qu'il fallait quand même avoir de la voix parce qu'il fallait entendre tout en haut, il fallait que ça porte. Oui, mais enfin, il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez aujourd'hui. À l'époque, il y avait un mur de soutènement qui renvoyait le son, parce que bon, les architectes grecs, c'était des spécialistes de l'acoustique, et il le fallait, notamment pour la musique. Hein, alors, La musique d'ailleurs, Jean-Paul, qui était un pilier du théâtre, c'est elle qui faisait partie de la mise en place de la fibre émotionnelle, qu'elle soit tragique ou comique selon la pièce jouée. enfin, c'était pas que ça. Le théâtre grec, c'est aussi un endroit, c'est un peu l'ancêtre des réseaux sociaux, des chaînes info continues. On vient pour s'informer. Ça permettait de présenter les hommes politiques, ça permettait de faire des débats, de donner de nouvelles informations sur la cité. Femmes et hommes étaient là, à parité, et c'était vraiment un lieu d'échange, un lieu de communication. C'est pour ça que dans l'histoire, les théâtres grecs sont si importants, c'est capital. Bien sûr. Et il faut également souligner quelque chose dans notre article dont peu de personnes parlent, c'était l'importance de la religion dans le théâtre. Ici, c'était un endroit où on rendait hommage aux dieux. Il y avait d'ailleurs devant l'orchestre, devant vous et face aux spectateurs, eh bien, un autel dédié à Dionysos. À l'origine, le théâtre, c'était des chants dédiés aux dieux. Et Échille, dont on dit qu'aujourd'hui il est le père du théâtre, eh bien, a intégré dans ses pièces 2-3 personnages pour la première fois. Il a écrit une centaine de pièces, quelques-unes sont parvenues jusqu'à nous et une seule fait référence à un fait historique, celle de la défaite des Perses lors de la bataille des Salamines. Sinon, toutes les autres, eh bien, étaient des chants dédiés aux dieux. Et ce n'est que bien plus tard, avec l'apparition de la comédie, qu'il y a eu la satire de la société. La satire de la société, le théâtre, moi, ça me fait penser à quelqu'un. Molière, Jean-Paul. Eh bien, on va en parler dans l'article, justement. Ouais. Tiens. Qu'est-ce que c'est beau. Comme à mon habitude, je vais donner une version très édulcorée à Sophie en parlant de parité homme-femme dans la société grecque. Je ne voulais en rien assombrir la candeur de Sophie et je ne trouvais pas utile de mettre l'accent sur l'aspect très inégalitaire des sociétés antiques où la femme n'avait absolument aucun droit juridique et se trouvait placée sous la tutelle de son père puis de son mari. Le théâtre était alors une affaire d'hommes. Les femmes et les esclaves en étaient exclus complètement, comme ils étaient d'ailleurs exclus de la vie politique de la cité. Je préférais donc évoquer Molière en tant qu'héritier d'une tradition antique, même si 2000 ans le séparent d'Échille, le premier dramaturge grec. Je dois vous avouer que sur l'instant, j'étais assez fier de m'inscrire dans cette filiation-là. Enfin, nous aussi, hommes et femmes de lettres et de médias, nous sommes quelque part les héritiers d'Échille et de son théâtre antique. Cette sensation de vertige liée à la profondeur du temps s'intensifiait quelques instants plus tard lorsqu'avec Sophie, nous déambulions en arrière du théâtre, le long d'une paroi calcaire creusée de cavités, sur un sentier nommé la Via dei Sepolcri, le chemin des tombes. L'atmosphère semblait alors pesante, chargée de mystère.
Ce sont des tombes, toutes ces niches, Jean-Paul? Oui, ce sont des tombes chrétiennes. La plupart sont byzantines, mais vous savez, les Grecs anciens de Syracuse, eux aussi, plaçaient leurs morts dans des niches. Il y avait même des tombes souterraines ici qui ont fait penser qu'il s'agissait peut-être des premières nécropoles chrétiennes de l'île de Sicile. Alors c'est dire, mais vous voyez, là où je me trouve, eh ben, ce sont des niches familiales. On mettait plusieurs membres, plusieurs défunts d'une même fratrie, et puis on venait ensuite faire des offrandes, pratiquer des rites. C'était l'usage. Et vous savez, Jean-Paul, j'ai entendu parler d'une montagne de calcaire à une quarantaine de kilomètres d'ici, où plus de 5000 tombes seraient creusées. Elle daterait de la période où les Grecs avaient occupé la Sicile. Oui, mais c'est vrai, parce que les Grecs inhumaient leurs morts. Mais ensuite, les Romains sont arrivés. Alors, les Romains, au départ, ils incinéraient leurs défunts. Et puis, lorsque la Rome historique est devenue chrétienne, eh bien, les Romains ont commencé à enterrer leurs morts. Ce qui fait qu'à Syracuse, vous avez aujourd'hui des catacombes qui ressemblent aux catacombes de Rome qu'on a visitées ensemble. Mais il y a mieux encore. Là, ces tombes, elles sont à peu près du 5e siècle. Il y en a qui sont plus anciennes. Mais il y aurait autour de nous, quelque part, la tombe du grand Archimède. Et oui, je le savais, c'est pour ça que je vous ai emmené ici, il faut le mettre dans l'article. Archimède est mort ici à Syracuse en 212 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains ont assiégé la ville. Et Plutarque raconte l'histoire. Le général Marcus Marcellus Claudius ne voulait absolument pas que l'on tue Archimède. Mais Archimède, lui, n'avait pas conscience de l'état de siège dans lequel se trouvait la ville. Il dessinait des formes géométriques au sol et, déconcentré par un soldat, il lui lance « Ne dérange pas mes cercles ». Le soldat, vexé, le tue d'un coup d'épée. Alors Marcus lui organise des funérailles absolument grandioses dans la ville et il fait dresser un tombeau ici avec comme seul dessin une sphère et un cylindre et comme seule inscription son théorème. Oui, enfin, le théorème d'Archimède, la géométrie, disons que quand j'étais très jeune, ce n'était pas la matière dans laquelle j'excellais, Sophie, vraiment. Bon, vous n'excelliez pas, mais en revanche, Archimède, lui, excellait. Il a éclairé les mathématiques avec son théorème, notamment sur la sphère et le cylindre, qui dit qu'un volume d'une sphère est égal aux 2/3 à celui du cylindre qui lui est circonscrit. Vous connaissez également ses travaux sur la poussée d'Archimède, qui dit qu'un corps plongé dans un liquide subit une force verticale de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Eh bien, dis donc. Votre ancien professeur de mathématiques, Monsieur Savignon, il doit être fier de vous, vraiment. Enfin bref, la tombe d'Archimède serait ici, Jean-Paul. Oui, mais enfin, il faut la trouver. Il y en a un qui l'a trouvée, enfin, qui prétend l'avoir trouvée. Figurez-vous que Cicéron, le grand Cicéron, sénateur, ami des philosophes, homme politique, 150 ans après la mort d'Archimède, il est nommé préfet à Syracuse. Et dès qu'il arrive, son premier souci, c'est de retrouver la tombe de son idole. Donc il va chercher et il la trouve, cette tombe. Et il va s'adresser aux Syracusains en leur disant « Mais vous vous rendez compte, vous avez quelqu'un qui est né chez vous, qui est mort chez vous. Je retrouve sa tombe recouverte d'herbes folles, d'herbes longues. Vous ne l'avez même pas entretenue. Alors que ce génie des mathématiques, il était des vôtres, il était des leurs. » Et oui, mais ce n'était pas qu'un génie des mathématiques. Il avait aussi construit des machines de guerre, et notamment une machine qui permettait de propulser des rochers sur les ennemis. Les catapultes. Oui, mais encore plus moderne, parce qu'il y avait rajouté des roues dentées et un système de poulies qui permettait de décupler la force de projection du rocher sur l'ennemi. Ah ouais, c'était un système de torsion, c'est un peu comme une arbalète géante avec l'élastique qui projette le projectile sur l'adversaire et qui occasionne des dommages meurtriers. Exactement. Et on raconte aussi que lors du siège de la ville, eh bien, il aurait fait construire d'immenses miroirs qui permettaient de refléter les rayons du soleil sur les voilures des navires ennemis et ainsi de les embraser. Mais ça, aujourd'hui, les historiens n'en sont vraiment pas sûrs parce que construire des miroirs à une époque aussi reculée, c'était certainement pas possible. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il a inventé une autre machine de guerre. C'était une machine avec des bras terminés de crochets de fer qui permettaient d'agripper les navires, les coques des navires ennemis, ainsi de disloquer le bateau. Et c'est vrai que Archimède, c'était un peu un Léonard de Vinci de l'époque. C'était un inventeur fou, un touche-à-tout. Et Léonard de Vinci, d'ailleurs, s'est inspiré d'un de ses travaux, la vis sans fin. C'était, Jean-Paul, un rotor à hélice qui permettait de remonter à la surface du liquide. On s'en sert d'ailleurs aujourd'hui pour l'irrigation des champs. Eh bien, Léonard de Vinci a récupéré cette vis pour créer la vis
aérienne et s'en servir pour son aéronef à hélice. Bon, je vous donne le livre, vous prenez des notes. C'est vous qui allez réserver l'essentiel de votre savoir au chapitre sur Archimède. Parce que alors là, vraiment, je suis battu à plat de couture. Je m'incline, là, Sophie. Et vous savez, Jean-Paul, si on trouve la tombe d'Archimède, eh bien, peut-être que notre magazine serait connu dans le monde entier. Eh, bigre. Faudrait qu'on la cherche. Puis là, je peux vous dire que ce serait vraiment la gloire absolue. Hein. Oui. Bon, enfin, on ne la trouvera pas. Vous pensez, la tombe avec le cylindre gravé. Enfin, avec le temps, le cylindre doit être, mais vraiment, rapla-pla. Hein. Non, ça... Enfin, c'est dommage quand même. Hein. Sophie ne croyait pas si bien dire. En réalité, la fortune était promise à celui qui retrouverait cette tombe, et bien que le challenge me paraisse difficile, il n'était guère impossible, d'autant que j'avais scrupuleusement recopié la formule gravée qui servait d'épitaphe et qui permettait d'identifier le tombeau parmi tous les autres. Mes recherches bibliographiques me suggéraient un endroit précis où chercher, un peu à l'écart de la Via dei Sepolcri. Vous voyez cette fontaine, Sophie? Vraisemblablement, c'est elle qui a décidé du lieu de construction, d'implantation du théâtre qui se trouve en contrebas. L'eau en sort, elle est abondante, elle est fraîche, et les 20 000 spectateurs qui s'y trouvaient, ils pouvaient en profiter. La nature est bien faite, Jean-Paul. Ah, puis regardez, je pense que la tombe d'Archimède n'est pas très loin avec tous les carrés, là. Il a dû passer par là. Non, 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 parce que déjà, les guides locaux, ils sont très prudents, les historiens aussi. Il y a 2 tombes présumées, mais on n'a aucune certitude. Non, non, c'est impossible, impossible. Attendez un instant. Si Sophie pensait que j'allais la laisser tirer avantage de mes recherches, elle se trompait copieusement. La galanterie a ses propres limites, et je ne me sentais pas prêt à partager la gloire et l'argent d'une si précieuse découverte. Il incombait à moi seul d'exhumer la tombe du génial savant grec. Le problème, c'est que le calcaire de ces parois s'érode facilement. Quel manque de prévoyance des Syracusains quand on y songe, d'avoir simplement gravé la pierre tombale. Il aurait fallu la parer de marbre pour que les caractères ne s'effacent pas avec le temps. Car là, n'importe laquelle de ces cavités aurait pu convenir. Alors je désespérais d'accéder à cette popularité tant méritée. Il fallait se rendre à l'évidence. La tombe allait garder encore ses mystères quelques siècles de plus. Ceci sans compter la disparition pure et simple d'une vaste partie de ce plateau calcaire littéralement effondré lors du tremblement de terre de 1693. Car les Grecs de l'époque avaient à Syracuse creusé d'immenses galeries pour extraire des blocs jusqu'à fragiliser la montagne. En 1693, les secousses font écrouler le plafond au-dessus de ces carrières. Aujourd'hui, la végétation a recouvert le gigantesque cratère où subsistent quelques piliers isolés, vestiges de l'ancien plateau. Le lieu témoigne d'une grande désolation. Si la tombe d'Archimède se trouve dans les parages, il n'en resterait rien. Oui, Sophie, c'est une carrière d'extraction de calcaire. Il y en avait beaucoup dans l'Antiquité, semblables à celle-ci ici. C'est impressionnant, Jean-Paul. Le calcaire servait à faire de la chaux, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, c'était très économique parce que sur place, vous aviez à la fois le bloc et vous aviez le mortier de chaux qui servait à la construction, par exemple, le procédé identique, la construction de la pyramide de Khéops. Mais là, c'est un endroit particulier parce que cette carrière a été surnommée l'oreille de Dénis, en raison
du règne d'un tyran épouvantable qui s'appelait Dénis, ici à Syracuse, au 5e siècle. Et oui, je me souviens d'ailleurs d'un texte de Maupassant, Jean-Paul, qui précise que ces grottes, après avoir été des carrières, c'était devenu des prisons. Pendant la guerre entre Athènes et Syracuse, les Athéniens étaient jetés ici, dans des puits. Ils mouraient de faim, de soif, de chaleur. Ils étaient mélangés à la fange grouillante et agonisante. Et elle était, cette grotte-ci, surnommée l'oreille de Dénis, parce que Dénis aimait bien venir écouter les plaintes de ses prisonniers. Et lorsqu'il entendait que son nom était maudit, il venait les achever avec une épée. Bon, c'est de la com, il voulait inspirer l'effroi, la peur, parce que je pense que Dénis était un tyran au sens grec du terme, mais ce n'était pas un psychopathe. C'était quelqu'un qui tuait ses opposants, c'est quelqu'un qui ne respectait pas la démocratie alors qu'elle existait déjà. Mais j'observe quand même que durant son règne, au 5e siècle donc, ça a été une cité, Syracuse, resplendissante, puissante. Non seulement Dénis régnait sur la Sicile, mais il avait des colonies jusqu'en Adriatique, alors c'était pas rien quand même. Et vous savez, Jean-Paul, je pense que quand on parlera de Dénis dans notre article, il faudra parler de Damoclès. Parce que les gens ne savent pas vraiment pourquoi on évoque l'épée de Damoclès pour parler d'un danger permanent. En fait, Damoclès, lui, trouvait la façon de gouverner de Dénis très difficile. Et il lui a dit... Et Dénis lui a proposé de prendre sa place pendant une journée pour lui montrer à quel point le pouvoir c'était fragile et c'était très difficile. Damoclès joua le jeu et lors d'un banquet, il leva les yeux et trouva au-dessus de sa tête une épée tenue par un simple crin de cheval. C'était Dénis qui l'avait placée là pour évoquer le danger permanent qui régnait au-dessus de sa tête. Ça, on va le mettre dans l'article. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Bon, il ne faudra pas oublier de parler du Caravaggio. C'est un peintre de génie, mais c'était aussi un mauvais garçon. Alors le Caravaggio a été mêlé à une rixe à Rome, il a tué un homme, il est parti en cavale, et notamment sur l'île de Malte, là aussi, violence, il fuit, et il arrive ici, toujours en fuite, sur cette île de Sicile, à Syracuse. Des amis l'accueillent, et il demande tout de suite à rencontrer le meilleur historien de Sicile, Vincenzo Mirabella. Et il lui dit, racontez-moi l'histoire de cette région, Syracuse. Et évidemment, il l'amène ici, il lui raconte l'histoire de Dénis. Ça a vraiment inspiré ce peintre. Et selon les spécialistes, on retrouve en arrière-plan de 2 de ces toiles, l'oreille de Dénis. Alors vous avez les funérailles de Sainte-Lucie, et puis la résurrection de Lazare. Ah, donc en fait, si on l'appelle l'oreille de Dénis, ça n'a rien à voir avec Dénis qui aimait venir écouter les plaintes de ses prisonniers. Non, c'est plutôt l'acoustique, vous voyez, l'écho qui règne là, un peu effectivement comme dans une oreille. Cela dit, il y a eu des martyrs chrétiens ici, il y a eu des gens qui ont souffert, jusqu'à la période byzantine. Ça a été véritablement une horreur. Et oui, il n'y a pas eu que des martyrs à Rome, comme on les a vus. Et d'ailleurs, Sainte Lucie a été martyrisée ici, à Syracuse. C'est vrai. Vous continuez le reportage, Jean-Paul ? Surtout les photos, parce que là... Mais c'est immense! Oh, imaginez-les, les pauvres, se plaindre. Ils étaient torturés, quelle horreur! Vous prenez des photos dans le noir, vous, maintenant? Figurez-vous, c'est ma spécialité, alors... Mais ça mène nulle part. Jean-Paul, vous êtes où? À l'époque de l'Empire romain et des persécutions contre les premiers chrétiens, on accédait à ces galeries par des puits creusés à la verticale depuis la surface. Les suppliciés s'entassaient alors au fond de ces gouffres sans jamais pouvoir en remonter. À cette période, d'autres martyrs furent exécutés en public en guise d'exemple. Et c'est ainsi qu'une légende raconte le calvaire de Sainte Lucie au tout début du IVe siècle après Jésus-Christ. Lucie, née à Syracuse, était très pieuse. Elle avait fait vœu de virginité en l'honneur du Christ. Ses parents, qui n'avaient pas la même foi qu'elle, promirent la jeune femme à un homme de grande famille romaine.
Lorsque cet homme apprit le vœu secret de sa fiancée, il entra dans une terrible colère, d'autant qu'en ce temps-là, la religion chrétienne était interdite. Se sentant trahi, il dénonça la jeune femme aux autorités romaines qui la condamnèrent à mort. Plusieurs versions existent quant aux modalités d'exécution de la sainte, mais son supplice bouleversa toute la communauté chrétienne de Syracuse, de sorte qu'elle fut choisie comme sainte patronne de la ville dès la période byzantine. La cathédrale de Syracuse abrite depuis cette date une partie des reliques de Santa Lucia. Si vous cherchez Jean-Paul, un symbole du tremblement de terre de 1693, cette cathédrale va faire votre affaire. Elle est imposante, elle est vraiment très très belle. Eh bien, elle raconte à elle seule toute l'histoire de Syracuse. Parce qu'en réalité, Jean-Paul, ici, à l'origine, se dressait un temple grec en l'honneur de la déesse Athéna. Des écrits antiques racontent qu'une statue d'elle était au milieu de l'autel, que les portes étaient incrustées d'or et d'ivoire, et ce temple était alors l'un des plus beaux du monde antique. Au 7e siècle, les Byzantins décident de le transformer en église chrétienne, mais tout en gardant l'architecture initiale du temple. Et je vous en parle parce que c'est cette église qui s'est effondrée lors du tremblement de terre. Les Syracusains ont alors décidé de la reconstruire. Ils ont confié l'œuvre à l'architecte Andrea Palm. Il a juste reconstitué la façade de façon baroque. Et cette cathédrale aujourd'hui est dédiée à Sainte Lucie, patronne de Syracuse. Regardez ces frontons, ces colonnes de style antique, c'est vraiment très 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 baroque. C'est très baroque, c'est superbe. Et puis regardez, les colonnes subsistent toujours, elles ont résisté au tremblement de terre, tout comme le flanc gauche de l'église. Et donc aujourd'hui, on voit bien à quel point se superpose l'église sur le temple. Je me demande si à l'intérieur, c'est aussi beau que dehors. C'est très surprenant, venez, je vous emmène. Je vous l'avais dit, Jean-Paul, que l'intérieur était vraiment exceptionnel. Vous imaginez ces colonnes qui ont résisté au tremblement de terre? Alors là, c'est fabuleux. On pense être dans une église romane et on se retrouve dans un temple grec. C'est la période grecque de Syracuse. Regardez ces colonnes, c'est formidable, vraiment. Toutes les publications que j'avais lues étaient riches. Mais alors là, en vrai, ça prend vraiment toute son ampleur. Bravo pour le choix de vos publications, Sophie. Vous les avez trouvées où? Ah non, Jean-Paul, je ne vais pas vous dévoiler mes sources, c'est top secret. Ouais. Vous travaillez dans les renseignements généraux maintenant, c'est nouveau ça. Renseignements généraux, vous êtes un peu dans l'excès, vous. Mais c'est vrai que sur l'enveloppe, il y avait écrit top secret. Top secret, ça me rappelle un souvenir particulier. C'est relié à l'histoire. Durant la dernière guerre mondiale, on a cherché dans les nefs d'églises, notamment sur les pilastres, des signes qui pourraient nous orienter vers l'Atlantide. C'est quand... Sophie m'avait bien eu. Mais j'étais satisfait de voir à quel point ces voyages forgeaient son caractère. Elle prenait de l'assurance, des initiatives, et son travail s'en ressentait de manière très positive. L'assistante discrète qui me suivait partout était en train de s'affirmer, et cela était de bon augure pour la suite du périple, car notre cher rédacteur en chef m'avait chargé d'une mission particulière. Former Sophie pour qu'un jour elle puisse voler de ses propres ailes. Ce voyage à Syracuse était donc une belle occasion pour s'aguerrir vaillamment au métier de chroniqueur et même s'enhardir, porté par l'aventure de cette terre perdue au bout du monde face à l'immensité de la mer et de l'horizon.
Mais c'est lui, oui. Le tronc, les racines. Sophie, le Ficus magnolia, un arbre très rare. On ne le trouve que sur l'île de Norfolk, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et il a été introduit ici, en Sicile, au 19e siècle. Alors les botanistes, pour eux, c'est une référence. Bon, je sais bien que la botanique, c'est pas ce que vous affectionnez, mais là, vraiment, c'est fort. Mais non, c'est pas vrai, Jean-Paul. C'est très intéressant, il faut le noter dans l'article. Rajoutez même qu'on le surnomme l'arbre étrangleur. Oh, non, arrêtez. Dites pas ça, j'en ai un derrière moi. Ben oui, on aurait même retrouvé des gens comme ça accrochés dans les lianes. Mais ne bougez pas, je vais vous raconter une histoire. Non, mais franchement, Jean-Paul, vous me faites peur. Mais non. Alors justement, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée sur l'île de Norfolk. 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 Enfin bon, laissez courir. Mark Smith, un ami, un Anglais. On arrive sur l'île et là, le douanier qui nous accueille, un Corse. Non. Il me dit, je suis un descendant de l'empereur. J'ai dit, enfin, lequel? Napoléon. J'ai dit, non, mais ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Vous êtes déjà venu en Corse? Il me dit, jamais. Alors j'ai dit, enfin, comment vous savez que vous êtes un descendant de l'empereur? Il me dit, j'ai des lettres de créance. Ah, j'ai dit, alors là, si c'est des lettres de créance... Vous avez toujours de ces histoires, Jean-Paul. Incroyable. Le Ficus magnolia est pour moi l'un des symboles de la Sicile. Une terre de partage et d'accueil, un trait d'union entre l'Occident et l'Orient. L'histoire de cet arbre débute en réalité à la fin du XVIIIe siècle lorsque des plants d'Extrême-Orient sont rapportés dans les cales des navires et offerts à la reine Marie-Caroline d'Autriche, reine de Sicile et de Naples. Elle ordonne alors la construction d'un jardin botanique qui s'affirme rapidement comme la référence absolue des jardins européens. Au carrefour des civilisations, la Sicile s'impose une nouvelle fois comme la porte d'entrée vers le monde occidental, le lieu de passage de nouvelles essences et de saveurs lointaines. C'est sur ce rivage de Sicile que sont apparus pour la première fois bien des trésors culinaires longtemps ignorés d'Occident, à commencer peut-être par les fruits du mandarinier, un arbre importé du Japon au début du XIXe siècle. Vous savez, Jean-Paul, on en a vu des couchers de soleil, mais celui de Syracuse est vraiment exceptionnel. Et puis, j'ai pas envie de partir. Enfin, moi non plus, mais on pourrait peut-être demander, vous pourriez demander au rédacteur en chef la permission de rester en Sicile. On pourrait proposer un autre sujet. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça. Après tout, on n'a fait qu'un article sur Syracuse. C'est insuffisant. C'est vrai que c'est beau, mais alors moi, la beauté, ça me donne faim. Vous avez faim? Ah, mais moi, tout ce qui est très beau, ça... Ah, j'ai une femme de lion. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, je suis déjà prête pour aller dîner. Pour une fois. Bon. Alors, on va pas tarder, on va y aller tout de suite, voilà. Non, 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 attendez, on finit le coucher de soleil. Il est vrai que le coucher de soleil sur Syracuse est un instant magique lorsque la lumière s'adoucit et que ses teintes orangées viennent jouer sur les murs d'Ortigia. Mais je trouve la nuit bien plus féerique lorsque les éclairages subtils de la vieille ville transforment les silhouettes blanches des façades en des images tremblotantes, presque irréelles. Des images surgissant de la pénombre comme des fantômes voilés de leurs draps immaculés. Eh bien, Jean-Paul, vous êtes à l'heure? Ma Sophie, c'est important la ponctualité dans le métier de journaliste. Vous savez, toute ma carrière, je l'ai réussi dans la ponctualité. Vous voyez, là, je suis à la tâche, je suis au labeur. Vous voyez. On ne peut pas se permettre le retard. C'est juste pas possible. Voilà.
Jean-Paul, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je suis arrivé ici, c'était sur la table. Alors, mais j'ai pas arrêté, Sophie. J'ai travaillé notre article, j'ai fait les brèves, j'ai fait les Buonasera, chapeaux signor de presse. Luciani. Ecco i vostri arancini. A voi, buona cena. Grazie Salvatore. Prego. Molto gentile. Mais Jean-Paul, Luciani, vous êtes connu partout en Italie? Oui, bon, un peu, parce que je connais un peu, mais est-ce que vous connaissez justement les arancini? Arancini, petites oranges? Alors, petites oranges au pluriel, mais ça concerne plutôt, comment dire, la forme que le contenu, encore que là, il s'agit de grosses oranges. Alors, comment c'est fait? C'est une vraie recette sicilienne, hein. Vous prenez de la viande de bœuf, vous prenez de la sauce de ragoût, mettez ça dans un bol, vous cassez des œufs, vous mettez les blancs à part, vous mettez le jaune, c'est le liant. Ensuite, vous prenez du riz, vous malaxez, oui. Après, avec un pinceau, vous prenez le blanc, vous badigeonnez le riz, et hop, vous jetez dans la friture, et vous obtenez les arancini. Ah oui, mais ce sont des beignets de riz frit en fait. Oui, mais c'est très bon, hein. C'est très très bon. Bon, je vais goûter. Allez-y, je vous en prie. C'est vrai que c'est énorme. Il faut les manger avec les doigts, hein. Quand même, Jean-Paul. Un peu de distinction. C'est bon, hein. C'est délicieux, hein. Ouais, c'est riche, mais il y a Non. même une petite pointe de rhum, je crois. C'est pas très bon pour la ligne quand même, hein. Mais Sophie, mais c'est une obsession. Oui. Vous pensez qu'au régime, c'est une pathologie, on n'y peut rien, je renonce. Mais on a marché toute la journée, on a dépensé des calories, adi bedigousi et gambegousi. On peut quand même s'offrir un peu de plaisir. Luciani, quand même. i vostri cannoli di ricotta e pistacchio. Prego. On a tout Grazie ça. Salvatore. Bon, eh bien, Jean-Paul, puisqu'on a dépensé beaucoup d'énergie, eh bien, on va se laisser aller à une spécialité sicilienne, les cannolis. Ça a l'air très bon, ça, hein. Regardez. Ce sont des pâtes frites avec à l'intérieur de la ricotta fondante, sucrée, parsemée ou de poudre de chocolat ou de poudre de café. Et par-dessus, ici, il y a de la pistache, mais on peut aussi trouver des fruits confits. Regardez, tenez, goûtez. Ça ressemble au cannelloni, hein. Ah bah, je suis désolé. C'est le nom qui ressemble, mais c'est pas des cannelloni. Oula. Ça, c'est riche, hein. Oula. Ça, c'est 200 millions de calories. Non, mais... C'est délicieux. Ouais, c'est bon, mais... Mais vous savez, Jean-Paul, avec ces pâtisseries, on se croirait presque... Signor Luciani, Mais qu'est-ce que c'est papale encore di ricotta e 1000 foglie con crema al limone. Metto qua. Il n'y a Prego. plus de place. Grazie, Salvatore. Mais vous allez Buon pas me dire que proseguimento. vous allez pas me dire que vous avez travaillé quand même. Regardez tout ce qu'on a. C'est une avalanche de desserts siciliens. Là, moi, je ne peux rien dire. Je lui ai demandé un truc et il m'amène tout le restaurant, là, évidemment. En tout cas, avec ces pâtisseries sucrées, on dirait presque des gâteaux orientaux. Ouais, enfin, moi, faut pas que je reste ici, Sophie. Je voulais dire, c'est pas un endroit pour moi, là. Pourquoi vous dites ça, Jean-Paul? Mais justement, vous me parlez tout le temps du régime. Moi, si je reste une semaine de plus, je vais devenir gras comme un moine. Non, mais vous riez, mais vous savez qu'à mon âge, ça se place ici, vous voyez, sur la ceinture abdominale. Et on ne perd plus ces kilos. Ça reste, c'est fini. Non, mais mangez. Vous pouvez manger. Et vous savez, Jean-Paul, je pense qu'on pourrait conclure notre article en disant que finalement, regardez, il y a la mer tellement bleue, ces façades blanches, cette cathédrale. Finalement, Syracuse, c'est peut-être la ville la plus grecque des villes italiennes. Alors, c'est vrai que ça a été d'abord un émirat. Il y avait même une Sicile divisée en 4 caïdas. Donc les oranges, les citrons, les pistaches sont arrivés avec la présence musulmane. Mais il y a eu aussi la période corinthienne, les Grecs. Et lorsqu'on est ici à Syracuse, regardez ces ruelles, on n'a pas le bruit qu'on pourrait avoir à Naples, par exemple. C'est vrai. Il y a une autre ambiance, il y a une ambiance hellénique. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Je sais pas comment on va manger tout ça. Hein. Mais c'est la Grèce et le monde musulman. Donc, il faut être œcuménique, il faut manger et il faut penser à la paix dans le monde. Voilà. Mais oui. Moi, je mélange les deux. Ça fait vrai sucré-salé. Ouais. Non, mais si, vous allez voir. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Mais je ne vous juge pas, je ne vous Mange. juge jamais, Non, Jean-Paul. mangez. Vous êtes mange. un homme élégant. Vraiment, avec tout ce que vous m'avez préparé ce soir, vous êtes très élégant. Ouais, hop, J'apprécie énormément. Je sais L'islam. pas ce que c'est. des Grecs.
Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est citronné. Non, vous en avez trop dans les mains. Je le finirai moi. C'est trop bon. Quoi? C'est bon. Ah oui, c'est bon. Pour être bon, c'est bon. Les pistaches, les citrons, les oranges, le miel, le riz, la ricotta. La Sicile est un fabuleux mélange de parfums, de senteurs, de saveurs incroyables venues des 4 coins de la Méditerranée et de bien plus loin encore le long de ces routes légendaires vers l'Orient et même au-delà, l'Extrême-Orient. Sophie regrettait à notre arrivée à Syracuse de ne pas y découvrir le port pittoresque qu'elle imaginait avec ses filets tendus et ses barques colorées. Mais ce port, nous avions fini par le contempler non pas dans une petite anse chargée de bateaux, mais partout autour de nous, dans ces ruelles et ces monuments, dans cette ambiance à la fois chaleureuse et salée des embruns de la mer, dans cette air du bout du monde battu par les flots où tout évoque le voyage, la découverte, l'aventure.